Bonjour à tous, bienvenue sur le Média Libre. À l'approche des élections européennes, je vous propose 2 épisodes centrés autour de l'UE. La deuxième vidéo parlera du Parlement européen, de l'élection européenne en elle-même, et aura pour but de répondre à la question suivante. Pour quel candidat doit-on voter en tant que libéral? Mais la question d'aujourd'hui à laquelle on va répondre, c'est: l'Union européenne est-elle libérale? Selon certains médias, l'UE serait libérale, néolibérale ou encore ultralibérale. C'est notamment ce qu'affirme Michel Onfray sur pas mal de plateaux. Est-ce qu'on ne manque pas d'un caractère libéral en Europe aujourd'hui? Il faudrait s'entendre sur ce que signifie le mot libéral. Au sens de Locke ou d'Adam Smith. Là, c'est autre chose que le libéralisme aujourd'hui. Non. Pourtant, l'Union européenne est au libéralisme ce que Michel Onfray est à la philosophie, voire même ce que Michel Onfray est à la physique quantique. Une porte, elle n'est pas en même temps ouverte et en même temps fermée. En mathématiques, Les mathématiques quantiques dont les preuves restent à apporter. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Au fil des différents traités, l'Union européenne a acquis de plus en plus de pouvoir et a de plus en plus d'impact sur ses membres. Cela revient à une centralisation du pouvoir politique, en plus de créer de nouveaux fonctionnaires au niveau européen. Or, dans les principes fondamentaux du libéralisme, il y a la décentralisation et le principe de subsidiarité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le libertarianisme, qui vaut aussi pour le libéralisme et qui définit ces notions-là. Le traité de Rome de 1957 préconise la création d'un marché commun autour de 4 libertés. La libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services. En 1986, l'acte unique européen le renomme en marché unique. Il réunit les 27 États membres de l'Union européenne, plus 3 pays membres de l'espace économique européen, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, ainsi que la Suisse. Déjà, on peut profiter du marché unique sans être membre de l'Union européenne, mais seulement de l'espace économique européen. C'est d'ailleurs ce que souhaitaient les Anglais avec le Brexit. Et si ça permet la suppression des droits de douane entre les pays membres, il y a aussi un système commun et uniforme de droits de douane qui s'applique depuis les pays tiers. Cela veut donc dire qu'on ne peut pas pratiquer pleinement le libre-échange avec le reste de la planète sans l'accord de l'ensemble des pays membres. En réalité, on pourrait plutôt parler d'union douanière plutôt que de marché libre. Le traité de Maastricht est ratifié en 1992. Il permet entre autres la création de l'euro comme monnaie unique et officielle, et avec la création de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Si certains avancent que la monnaie unique est une idée libérale, car elle permettrait d'échanger plus facilement entre les différents pays, en réalité de nombreux libéraux plaident pour une concurrence monétaire. C'était notamment le cas de Friedrich Hayek. Certains libéraux comme Hayek donc, ou plus généralement ceux de l'école autrichienne de l'économie et les libertariens, sont pour l'abolition du monopole des banques centrales. Pour d'autres libéraux, comme ceux de l'école de Chicago, notamment Milton Friedman, une banque centrale doit rester indépendante de l'État pour empêcher tout risque d'inflation à cause de l'impression monétaire. La BCE est bien indépendante, mais on peut se poser des questions sur sa politique monétaire. En effet, la masse monétaire de la zone euro a été multipliée par 4 depuis 2008, tandis que la production économique de la zone euro stagne. Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, démontrait que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire en ce sens qu'elle est, et qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. L'inflation monétaire, c'est-à-dire la multiplication de monnaie sans contrepartie de richesse, conduit tôt ou tard immanquablement à une hausse des prix. La Banque Centrale Européenne imprime plus encore que la Fed américaine, ce qui explique que l'euro a perdu près de 20% par rapport au dollar. Il existe 2 types de fiscalité. La fiscalité directe, c'est-à-dire lorsque la personne soumise à l'impôt est celle qui la paye, par exemple l'impôt sur le revenu, et la fiscalité indirecte, lorsque la personne qui paye l'impôt n'est pas celle qui en supporte le coût in fine, par exemple la TVA. L'impôt direct est censé être principalement de la compétence des États membres, contrairement à l'impôt indirect, car celui-ci concerne le marché unique. Ainsi, en UE, il y a une TVA minimale de 15%, à l'exception de certains domaines, comme par exemple celui de la culture. Cependant, depuis janvier, il existe bel et bien un impôt direct dans l'Union européenne, qui est l'impôt à 15% sur les multinationales. On voit donc que l'UE a une volonté d'harmoniser la fiscalité entre ses membres, ce qui va à l'encontre de la libre concurrence fiscale, mais en plus vers le haut. Le pacte de stabilité de 1997 permet notamment l'interdiction aux États membres d'enregistrer un déficit public supérieur à 3% de leur produit intérieur brut. Selon certains, ça serait le signe d'une politique de rigueur budgétaire, une politique d'austérité ou encore néolibérale. Alors déjà, c'est lié à l'euro, cette monnaie unique implique d'avoir des économies qui ne divergent pas trop. Au passage, ça n'est pas respecté notamment par la France. Et enfin, les États membres de l'UE n'ont jamais été aussi endettés et ne respectent pas un autre critère du pacte de stabilité qui est celui d'avoir maximum 60% de dette publique.
En Europe, il y a un marché de l'électricité. Très grossièrement, l'électricité est négociée entre les producteurs, comme par exemple les propriétaires de centrales électriques, et les fournisseurs qui leur achètent donc l'électricité. Ces derniers livrent ensuite l'énergie achetée aux particuliers et aux entreprises. Les pays peuvent importer de l'énergie des pays voisins via un système d'enchères. Il y a aussi un système d'équilibrage. L'électricité ne pouvant pas être stockée, il doit y avoir un équilibre permanent entre l'offre et la demande. Ce marché est loin d'être libre. En effet, il est soumis à plusieurs distorsions. Le marché de quotas d'émissions de CO2 qui distord la concurrence entre les moyens de production, le marché des énergies renouvelables subventionnées, la garantie de prix donne la priorité aux ENR sur les énergies pilotables, ce qui diminue la rentabilité de celles-ci. On peut aussi parler de l'AREN, qui est une création du gouvernement français pour répondre aux exigences de l'UE en termes de monopole sur l'électricité. Et si effectivement EDF était bien en situation de monopole en France, ce n'était pas le cas en Europe. Et d'ailleurs, l'AREN est très critiquée. Certains parlent même d'abus de bien social. Car en effet, le prix fixé pour EDF par l'AREN est un prix calculé pour des installations amorties dont l'investissement a été entièrement financé par l'entreprise, donc par ses clients. Tout ceci a pour effet de provoquer une baisse de chiffre d'affaires d'EDF au profit de pseudo-concurrents. La PAC, politique agricole commune, se fonde sur deux piliers, la structuration du marché agricole et, depuis 2007, le développement rural, via le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEDER, qui est le principal instrument de financement de la PAC. Celui-ci est impliqué dans la politique de planification écologique européenne. En effet, via le dispositif MAEC, le FEDER va subventionner les agriculteurs sur des critères écologiques. Et le premier pilier n'est pas en reste non plus, parce qu'en 2023, le dispositif des éco-régimes, qui représente 25% des aides financières directes, doit promouvoir les pratiques favorables aux critères environnementaux de l'Union européenne. Le pacte vert au Green Deal a été adopté en 2019 et vise à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Il inclut la législation sur la réduction des émissions de CO2 des véhicules et des mesures pour lutter contre la déforestation. C'est à lui qu'on doit notamment la fin des ventes des voitures thermiques d'ici 2035, qui est un coup de massue pour les constructeurs automobiles européens et une aubaine pour les constructeurs chinois. On peut encore parler de la stratégie Farm to Fork, qui vise à consacrer 25% des terres agricoles pour une agriculture bio et de réduire de 20% l'utilisation d'engrais chimiques. Ce dispositif entraînerait une chute de production de l'ordre à 10 à 20% par pays selon certains rapports, et pour certains secteurs on parle de 30%. Alors il y a un recul de la part de la Commission européenne, notamment suite à la guerre en Ukraine ou encore les protestations d'agriculteurs européens. Au final on se retrouve quand même avec une nouvelle PAC avec des objectifs essentiellement écologiques. On peut aussi parler de la directive de juillet 2021 qui interdit paille, couverts, assiettes, coton-tige en plastique et aussi les paillettes, ou encore de l'obligation d'avoir des bouchons et des couvercles qui restent attachés au conteneur pendant la phase d'utilisation prévue des produits. En gros c'est pour ça que vous galérez à fermer le bouchon de votre bouteille Volvic depuis quelques temps. Le plan de relance Next Generation EU a été adopté en juillet 2020 pour faire face au choc économique de la pandémie, mais aussi, je cite, de mieux préparer l'UE aux défis posés par la transition écologique et numérique. Les 27 États membres ont décidé de s'endetter pour la première fois en commun pour lancer ce nouveau projet. Donc là on est quand même beaucoup plus proche d'un Keynes que d'un Hayek, et ça nous permet de comprendre pourquoi on est autant endetté et pourquoi on a une inflation aussi grande. L'Union européenne a adopté en mai 2018 le règlement européen sur la protection des données personnelles, ou RGPD. C'est grâce à ça qu'on a sur chaque site et application cette pop-up insupportable qui vous demande de choisir vos préférences en matière d'utilisation de données personnelles. Si on peut saluer la volonté d'avoir plus de protection légale sur nos données, cela représente quand même un coût aux entreprises, notamment aux PME, aux startups, quant aux contraintes légales et techniques, qui peut être un frein à l'innovation. On peut aussi parler du DSA, Digital Service Act, qui permet de limiter la diffusion de contenus illicites, mais aussi du DMA, Digital Market Act, qui vise lui à réguler économiquement le numérique, et oblige notamment aux GAFAM de proposer des alternatives à leurs services, par exemple à l'App Store sur Apple. C'est notamment grâce au DMA qu'on n'a plus directement accès à Google Maps lorsqu'on fait des recherches d'établissements sur Google. On peut aussi parler de l'IA Act, qui a pour but de réguler, de réglementer l'IA, qui est plutôt vu comme un frein à l'innovation à l'heure où l'IA se développe partout dans le monde. D'ailleurs, plusieurs associations et ONG, dont Amnesty International, avaient appelé les législateurs à interdire complètement le recours à la reconnaissance faciale et à la reconnaissance biométrique à distance permettant une surveillance de masse. Sauf qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé, avec notamment comme excuse la lutte contre le terrorisme pour introduire des exceptions dans cette interdiction. Et enfin, on peut parler de l'obligation d'avoir des ports USB-C universels sur les téléphones, ce qui a permis à Apple de faire du bon greenwashing comme il faut. L'Union européenne veut contrôler l'argent liquide dans le cadre de la législation anti-blanchiment AML, notamment en interdisant les paiements de plus de 10 000 € en cash. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans l'UE ou vous sortez, vous devez déposer une déclaration d'argent liquide si vous transportez un ou plusieurs objets avec une valeur égale ou supérieure à 10 000 €, ou l'équivalent dans les autres devises. L'UE interdit aussi les transactions anonymes de crypto-monnaies via les self-custody wallets. On peut parler du règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, qui veut encadrer le secteur des crypto-actifs, donc crypto-monnaies, stablecoin, tokens. Ce règlement est critiqué
critiqué par des acteurs assez importants de la crypto, notamment parce qu'on verrait une suppression de certains stablecoins. Aussi, les fournisseurs de services de cryptoactifs devront s'enregistrer dans un des États membres de l'UE et fournir des données précises sur l'identité s'ils souhaitent opérer dans l'UE. Il y aura aussi l'introduction d'une règle pour, je cite, réduire l'empreinte carbone élevée des crypto-monnaies, c'est-à-dire que les fournisseurs de services les plus importants devront publier leur consommation d'énergie. Alors, l'argument sur la consommation d'énergie du Bitcoin est contestable, il y a pas mal d'articles, de vidéos ou de livres sur le sujet, mais en tout cas, Bitcoin peut être vu comme un moyen de faire de la modulation de demande en électricité, avoir une égalité entre la demande et l'offre, ce qui rendrait l'électricité moins chère, et même rendre les énergies renouvelables moins chères. Je vous conseille notamment la vidéo de Grand Angle Crypto sur le sujet. On peut donc dire que l'Union européenne est quand même loin d'être la structure libérale prônée par certains, tant par son fonctionnement intrinsèque, qui émane des différents traités ratifiés au fil du temps, que par les lois votées par le Parlement et la Commission européenne, notamment depuis les dernières élections de 2019. Si l'Europe du traité de Rome a été bâtie sur des principes libéraux, l'évolution depuis notamment le traité de Maastricht conduit l'UE vers de plus en plus de centralisation politique, économique et sociétale. On accumule les normes, les obligations, les interdictions, les régulations et même bientôt taxes et impôts communs. Au contraire, on subventionne sur des critères idéologiques, quitte à détruire notre industrie et nos entreprises. Vous connaissez peut-être cette phrase, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. En conclusion, l'UE aurait pu être libérale si elle s'était arrêtée au traité de Rome, se concentrant principalement sur la défense de la liberté individuelle, tout en promouvant une zone de libre-échange européenne avec un marché libre, robuste et avec une concurrence monétaire et fiscale. Au lieu de cela, elle a emprunté une vision au mieux social-démocrate, interventionniste, régulatrice et centralisatrice. A noter que j'ai évidemment pas traité tous les aspects, j'aurais pu aussi parler des problèmes de corruption, notamment avec le Qatargate, du non-respect de la liberté d'expression, notamment avec certaines condamnations de la Commission européenne des droits de l'homme, ou encore de l'entrisme religieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je laisse le mot de la fin au libertarien Rothbard qui déjà en 1999 prédisait le futur de l'UE. C'était le Média Libre, à la prochaine. How do you view the coming integration of the European economies in 1990? It's interesting. It's kind of a mixed bag because, of course, the press, the media hoops it up as being a great thing, it's like a giant free trade area, free market area, which in a sense it is. It'd be supposedly free movement of capital and labor and goods within Europe. The problem is, however, they're also building up the giant bureaucracy of Brussels. They're also interfering, means more statism within the countries. I mean, for example, the countries in Europe which have low tax levels are being urged by the Brussels establishment to increase their taxes to equalize with other countries. So you have a tax increasing stuff, plus you have a very dangerous situation, namely the European Monetary Unit with the European Central Bank looming up. A European Central Bank, of course, is much worse than having no European, just having 8 or 7 or 8 central banks. It's much worse to have one giant central bank, which is an inflationary cartel of the whole European structure. Plus the fact the Keynesians are still in power. Okay, the Keynesian dream, and Secretaries Baker and Brady, or Brady, probably find the shoelaces. I mean, Baker is a Keynesian.